Bonsoir à tous et bienvenue Dominique Goust. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, vous êtes président des éditions de Fallois. Justement, votre parcours littéraire a été plutôt, plutôt long. Et par rapport à cela, comment est venue justement cette décision de devenir président des éditions de Fallois? Je sais que ça a été une demande euh, de Bernard de Fallois après son décès. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'être le nouveau patron des éditions de Fallois? D'abord, j'ai travaillé très longtemps avec Bernard de Fallois au groupe Hachette, d'abord, librairie Hachette dans les années 70. Et puis, je l'ai suivi aux Presses de la Cité. L'un dans l'autre, ça représente pas loin de 20 ans de collaboration étroite. Et, euh, dans des postes qui dominaient l'ensemble des activités éditoriales de la distribution à l'édition. Et puis, en 1987, oui, c'est ça, en 87, Bernard de Fallois a quitté le groupe de la Cité, les presses de la Cité, c'est ce qui est devenu par la suite Editis par agrandissement, et a fondé sa propre la maison, les éditions de Fallois sous son nom. À ce moment-là, j'ai une proposition pour le livre de poche dont j'ai assuré la responsabilité de 87 à 2006, tout en conservant des relations évidemment très étroites avec Xavier. Il y avait des choses à faire ensemble, il y avait des livres qui étaient conçus, qu'on proposait au livre de poche, que j'orientais vers lui, et vice-versa. Donc, au fil des années, Bernard de Fallois m'a dit périodiquement, si jamais il arrivait quelque chose, bon, ce serait bien qu'il puisse prendre le relais, sans préciser les conditions. Donc, c'était plutôt un engagement amical. Il m'a dit, j'en serais soulagé, puisqu'on avait encore une fois très, très longues habitudes de travail ensemble qui sont forgées pendant plus de 2 décennies. Voilà ce qui m'a amené après son décès. Alors, entre-temps, il m'avait proposé, il avait souhaité que je figure comme administrateur au conseil d'administration des éditions de Fallois, précisément en songeant à cette éventualité qui s'est produite 1er janvier 2018. Donc, voilà, je me suis trouvé euh, un peu en raison d'une amitié et une collaboration ancienne à, à la tête de cette maison que je connaissais bien, dont je connaissais les collaborateurs et dont je connaissais bien l'activité. Par rapport à cela, comment peut-on définir, alors s'il y a une ligne éditoriale, je sais que beaucoup de maisons n'ont pas forcément la notion de ligne éditoriale et préfèrent s'attacher plutôt au coup de cœur. Mais comment pourrait-on définir la ligne éditoriale de Fallois et surtout, comment êtes-vous arrivé à définir la vôtre? Est-ce que vous êtes dans la continuité de ce qu'a fait Bernard de Fallois ou au contraire, vous allez apporter une patte personnelle? Je me suis efforcé évidemment d'assurer une continuité aussi grande que possible, puisque c'était la demande qu'il avait formulée. J'ai introduit quelques auteurs nouveaux, bon, la façon de concevoir les programmes, la façon de travailler reste la même, puisque c'était son équipe. Alors, d'abord, définir la ligne éditoriale des éditions de Fallois, oui, effectivement, c'est assez malaisé, mais enfin, il y a quelques lignes directrices. Bon, il y a d'abord roman et fiction. Roman et fiction, bon, au premier chef, on pense à Joël Dicker, bien entendu, qui aura marqué l'année
2020 et qui depuis 2012, depuis près de 8 ans, s'est imposé dans le domaine de la fiction, thriller, roman policier, etc., avec à partir de les vérités sur l'affaire Eckebert. Donc c'est fiction. Fiction, il y a eu deux ou trois autres livres de fiction, par exemple, presque pour cette rentrée, livre de Jean-François Roseau, qui est un roman, une tragédie sentimentale qui se passe pendant la dernière guerre. Il y a eu alors le dernier sorti, Conte noir, on appelait ça Conte noir, c'est un conte fantastique de Jean-Michel Lullier. Enfin bref, la fiction est très présente. Alors je ne peux pas vous dire ce qu'elle représente comme pourcentage du catalogue, mais ça a été la ligne dominante. Mais enfin, dès le départ de la maison, il y a eu à côté de la fiction des documents et de l'histoire. Alors les documents, le plus marquant, c'était, je crois, le premier livre de la série, ça a été le livre du cardinal Lustiger, le choix de Dieu, qui était à la fois une réflexion sur son itinéraire religieux, des souvenirs et tout cela situé dans les problèmes du monde contemporain. Donc un document vivant, actuel, par une grande personnalité qui était à la fois une personnalité intellectuelle, spirituelle, et une grande autorité morale. Ça a été un grand succès. Et puis il y a eu en même temps, il y avait une série romanesque de François Chandernagor, La Sans Pareil. Donc je crois que c'est ces deux, les premiers mois d'activité ont donné le ton de la maison. L'histoire aussi occupe une place importante, essentiellement l'histoire moderne et contemporaine. Il y a beaucoup, vous trouvez dans la maison beaucoup de livres ayant trait à la Seconde Guerre mondiale, le XXe siècle, bon, ce qui n'exclut pas des livres remontant même à l'Antiquité, mais bon, il y a et ça c'était une curiosité, je crois que ça aurait été une curiosité, un centre d'intérêt personnel de Bernard de Fallois, l'histoire moderne. L'histoire moderne. Et puis les documents de toute nature, sur l'enseignement, sur bon, les réflexions philosophiques, etc. Donc une ouverture assez large, mais un souci de modernité avec le classicisme, la tradition, c'est plutôt dans le style, la façon d'écrire, etc. Il n'y a pas de recherche, c'est pas une maison d'édition où Bernard de Fallois aurait cultivé la nouveauté littéraire de pointe, si je puis dire. Il n'y a pas d'école, il ne partagent pas une école littéraire moderne, il y a peu d'autofiction, il y a peu de nouveaux romans, enfin, si tant est que le nouveau roman soit une expression de la modernité aujourd'hui, a été, voilà. Donc, trois pôles, disons, roman, document, histoire. Par rapport à cela, on n'a pas évoqué… Pardon, Pardon. allez-y Dominique, pardon. Et c'est ce que, bon, je vous dis, le programme des derniers mois que je me suis efforcé de bâtir s'inscrit dans ce cadre. Donc le roman, Joël Dicker, Jean-Michel Olivier, Jean-François Roseau, l'histoire, alors un document qui est véritablement un document d'histoire contemporaine moderne, enfin tourne autour de la Seconde Guerre, l'histoire la plus grande espionne soviétique, non pas russe, mais puisqu'elle est d'origine allemande, mais qui aura travaillé pour les services secrets soviétiques entre le début des années 20 et le début des années 50. Donc une aventure assez extraordinaire qui est une façon de revoir, balayer toutes ces grandes heures
du XXe siècle, les heures décisives, l'avant-guerre, la guerre et l'immédiate après-guerre et le début de la guerre froide. Un autre livre d'histoire qui est sorti il y a quelques semaines, Charles Orgdib, c'est 16 portraits d'hommes de l'ombre qui ont eu une influence déterminante sur le monde, sur la vie diplomatique, la vie internationale depuis de Richelieu à nos jours. Voilà. Et en quelques mots sur les grandes lignes de ce programme, la façon dont nous essayons de le développer. On reviendra tout à l'heure sur les livres parus récemment. On n'a pas parlé encore de la disposition de la maison d'édition. Combien êtes-vous à travailler notamment sur le plan éditorial? Est-ce que vous êtes accompagné ou au contraire vous êtes plutôt seul dans le choix des manuscrits? On est en réalité dans l'effectif qui apparaît, l'organigramme de la maison, il y a 2 personnes, mais ça c'est un autre trait de la maison. Il y a beaucoup de fonctions, si je puis dire, qui sont des fonctions décentralisées. Il y a énormément de conseillers, Bernard de Fallois faisait appel très largement à ses amis, il les consultait, il leur faisait lire les manuscrits. Donc, donnait l'impression d'être effectivement un choix. En définitive, c'est lui qui décidait de publier ou de refuser. Mais auparavant, il procédait toujours à des consultations nombreuses et aussi approfondi que possible. Donc, tout petit effectif, ben ça s'explique, si vous voulez, c'est vraiment une donnée, une contrainte économique, je dirais. Les éditions de Fallois sont une maison indépendante, autonome. Elle ne s'appuie pas sur les structures d'un grand groupe ni sur ses bases financières. Par conséquent, on est obligé de veiller constamment à l'économie. Alors, les permanents sont peu nombreux, mais il y a, si vous voulez, autour, comment dire, des indépendants, des satellites, ça peut être des lecteurs, qui ne font pas partie de l'OGM, mais qui apportent une part active au programme. Alors, l'autre conséquence de ce petit effectif, encore une fois, c'est que on ne peut pas faire trop de livres parce que chaque livre demande beaucoup de travail en amont, pendant, etc. Enfin, il y a le suivi commercial, il y a l'élection de presse, etc. Alors, Bernard de Fallois, j'ai vérifié d'ailleurs le bien fondé de cette réflexion, difficile de faire beaucoup plus de 12 à 15 titres par an. Cette année, on aura publié une quinzaine de titres et il est hors de question, par exemple, qu'on envisage de doubler la production. Les dimensions de la maison imposent les dimensions du programme. Voilà un peu comment on fonctionne. Donc, une petite équipe, des relais, des collaborations décentralisées qui sont un peu les satellites de la maison, et puis une certaine polyvalence aussi, il faut le dire. Il y a quelqu'un qui fait la fabrication, mais qui peut également intervenir pour la presse, quelqu'un qui suit le commercial, mais qui peut avoir à l'occasion, en cas de besoin, s'entretenir avec tel ou tel journaliste, etc. Alors, une toute petite équipe, mais une petite équipe qui est consolidée, si je puis dire, par son réseau de relations immédiat qui s'est constitué Alors, cette réunion a été mise à niveau par l'animateur. Oui, il faut cliquer sur... OK. Voilà, OK. Thibaut, c'est à toi. Voilà. Bonsoir, Auguste. Voilà. C'est un immense plaisir de pouvoir parler avec vous. C'est juste une simple question qui m'est venue en regardant ma bibliothèque ce soir.
comment vous allez appréhender la relation avec Joël Dicker, qui est un de mes auteurs préférés, suite à son décès, en sachant que dans son dernier ouvrage, on apprend qu'il avait quand même une certaine relation avec Monsieur de Fallois. Donc maintenant qu'il est parti, comment vous envisagez la relation avec Monsieur Dicker? Je vous remercie de votre réponse. Écoutez, la relation avec Joël Dicker sont, pour ce qui me concerne, récentes. J'ai commencé à travailler avec lui à l'occasion du lancement de son précédent roman, La disparition de Stéphanie Meyer, et il m'a fait confiance pour le nouveau manuscrit, L'énigme de la chambre 622. C'est des relations extrêmement simples. Je pense que s'il a prolongé sa collaboration, c'est il était satisfait des résultats. Bien entendu, je n'ai en aucune façon l'ambition ou l'illusion d'occuper dans dans son activité d'écrivain la même place que Bernard de Fallois. Je m'efforce de lui assurer les services qu'il attend. Les services qu'il attend, ça a été tout d'abord la lecture de son manuscrit avec quelques suggestions, abréger ceci, développer cela, rendre ceci plus clair, etc., etc. Mais enfin, bon, l'essentiel, c'est son talent qui l'apporte. Il y a eu des relations de travail à tous les plans. Et puis, le pilotage commercial. Par exemple, une question, il s'en était remis à moi de la date de sortie. Vous savez que c'était dans une conjoncture tout à fait particulière. Son livre devait sortir au mois de mars et patatras. Bon, on apprend qu'on avait tiré 400 000 exemplaires. On apprend qu'ils resteront que ces 400 000 exemplaires ne seront pas mis en vente pour cause de confinement et qu'il faudra attendre je ne sais combien de semaines. Donc, il s'en est remis à moi du choix de la date dès qu'on a pu le sortir. Et bon, il y avait un débat à l'époque. Est-ce que c'est prudent de sortir le livre fin mai alors que bon, une grande partie des clients, parmi les plus importants, étaient encore fermés? Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre le mois de septembre? On en a parlé. Je lui ai expliqué pourquoi j'étais partisan de sortir fin mai. Il était tout à fait de cet avis. Et ça s'est bien passé. Enfin, voilà le type de relation que nous avons. Mais bon, c'est Bernard de Fallois qui a lancé sa carrière, qui a fait le premier grand succès avec Harry Kéber, évidemment. Mon apport personnel est beaucoup plus modeste. Et le suivi, mais encore une fois, il est encore dans la maison. Je crois qu'il est. On peut considérer cette présence comme un indice de satisfaction. Est-ce que justement par rapport à Joël Dicker, est-ce que son pouvoir attractif vous permet de développer des paris éditoriaux justement, est-ce que le fait d'avoir de nombreuses ventes avec lui vous permet de vous lancer dans des paris et pas forcément sur des choix plus faciles? Oui et non, mais ça, si vous voulez, c'est une caractéristique permanente de l'édition. On a la chance, c'est encore une fois, c'est l'intuition, le flair de Bernard de Fallois qui est la cause de ce succès. Bon, d'avoir un auteur dont les résultats pour la maison permettent effectivement de prendre quelques risques. Des auteurs dont on est moins sûr, etc. Bon, c'est vrai qu'on pourrait aller plus loin encore que nous ne le faisons. Simplement, la limitation, comme je vous le disais, c'est une question de temps. C'est une question de temps, c'est que chaque livre demande un travail en amont, un suivi, etc. Et on ne peut pas. Alors, exemple
de livres plus difficiles que nous pouvons faire, que nous avons pu publier, je crois que c'est le sens de votre question, grâce à la manne représentée par la diffusion de Joël Dicker. Par exemple, on a publié, ça c'était un des ouvrages dont j'avais parlé avec Bernard de Fallois peu avant sa disparition, un ouvrage intitulé Vive le latin, et puis un petit essai sur Ovide d'un auteur italien, texte très brillant sur Ovide, le sens du changement, la modernité, etc. C'était des ouvrages qui n'étaient pas promis, on ne se faisait pas d'illusions sur les perspectives commerciales, mais on savait que on pouvait se permettre cette tentative dans une direction qui n'était pas du tout celle du grand public. Le livre le roman de Jean-Michel Olivier, qui est au fond un conte fantastique à la manière de Stevenson, un peu, enfin, les grands auteurs fantastiques du XIXe siècle. Là aussi, on s'est senti encouragé parce qu'on s'est dit, bon, mais il faut tenter autre chose, c'est inattendu, il y a une part d'incertitude dans le... Et puis, au fond, même si les résultats de vente sont un peu décevants, c'est pas, les conséquences sont limitées. Donc, c'est vrai que Joël Dicker a permis à la maison de travailler plus sereinement. Par rapport au travail éditorial, vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez que deux, justement. Est-ce vous, Dominique, qui faites tout le travail éditorial? Est-ce que vous recevez énormément de manuscrits? Comment se fait le choix? À quelles émotions particulières vous cédez en réalité? Écoutez, la part les manuscrits qu'on reçoit on reçoit environ, je dirais pas, enfin, 1, 2, 3 ou plusieurs manuscrits par semaine. Très vite, on fait un premier tri, souvent des textes qui sont pas véritablement en état d'achèvement, sur lesquels il y aurait un énorme travail où l'idée de départ est intéressante, mais l'expression laisse à désirer, et où le travail serait, disons, incertain, peut-être un peu vain. Voilà, donc il y a un premier tri. On reçoit un manuscrit, on lit 50, 100, 150 pages. On se dit, bon, il y a un peu quelque chose, mais ça ne passera pas, ou bien c'est tellement loin de ce qu'on peut faire lire. Bon, alors, on choisit, le critère de choix, vous savez, c'est très simple, c'est, voilà, je fais abstraction de toute idée sur ce que doit être la littérature et est-ce que j'avance dans la lecture ou pas. Si au bout de 50, 60 pages, je dois faire un effort, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Et je me considère comme un lecteur endurant et je me dis beaucoup de lecteurs qui le sont moins vont décrocher et ce sera difficile de... alors, le manuscrit, il y a d'autre part, les manuscrits qui arrivent de façon anonyme, par la poste, etc., et qu'on retient, c'est en définitive, si je fais le compte de plusieurs années d'expérience, c'est finalement assez peu de choses. Et je crois que c'est dans toutes les maisons, c'est la même chose. Bon, chez Grasset, c'est vrai, je crois que par exemple, le livre de Gaël Faye, Petit Pays, c'est un manuscrit qui est arrivé comme ça, qui est devenu un très grand best-seller. Joël Dicker, au début, c'était un peu ça d'ailleurs. Joël Dicker, Bernard de Fallois avait, sur les conseils de suggestion de son ami Vladimir Dmitrievitch, retenu Les derniers jours de nos pères, qui n'avait
pas eu beaucoup de succès. Et bon, il était tiède. Et puis est arrivé Harry Kéber et il a été immédiatement emballé. Donc, vous voyez, les manuscrits qui arrivent, oui, c'est vrai, ça existe, et parfois il y a des miracles. Des miracles comme celui d'Harry Kéber, bon, dans l'histoire de la maison, je ne sais pas s'il y en a eu deux. Enfin, et en revanche, alors, il y a les auteurs réguliers, les auteurs qui ont entretenu avec lesquels on est arrivé à entretenir des liens de fidélité, dont on sait ce qu'on peut attendre. C'est un petit peu le cas de Jean-François Rousseau, un jeune romancier qui est arrivé non pas par la poste de façon anonyme, mais recommandé par un ami de Bernard de Fallois, et on publie son deuxième roman ou troisième roman. Charles Orby, bon, c'est un écrivain, c'est un historien qui a maintenant une œuvre importante derrière lui. Alors, autre cas de figure qui tient un peu du hasard, c'est ce livre-là dont je vous parlais tout à l'heure, cette histoire assez extraordinaire d'une espionne qui a eu un rôle considérable dans le monde soviétique et qui a notamment, dans la deuxième étape de sa carrière, lorsqu'elle s'est retrouvée à l'Angleterre, a servi à transférer les secrets atomiques américains au moment où le projet Manhattan conduisait s'orientait vers la bombe, la découverte de la bombe sur le bureau de Staline. C'est grâce à elle en partie, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'est elle qui a fait, c'est elle qui a transmis, qui était en rapport avec un des physiciens travaillant dans l'équipe très ultra secrète du projet Manhattan, qui l'a livré un certain nombre de cas qu'elle a entretenu et qui a permis de transmettre à Staline en 40, dans la deuxième partie des années 40, 47, 48, 49, ce qui a fait la bombe atomique. Alors ça c'est le thème du livre. Cet auteur, c'est le troisième livre qu'il publie dans la maison. J'en ai entendu parler par un ami qui il lisait beaucoup de littérature sur l'espionnage, enfin littérature au sens documents, histoire, etc., qui m'a tout de suite convaincu de l'intérêt du premier livre qui était intitulé L'espion et le traître. Et voilà, donc cette nouvel auteur, Ben Macintyre, est rentré dans la maison à ce moment-là, c'était il y a 2 ans. Et depuis, nous le suivons. Et je pense que c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de choses à dire. Voilà un petit peu les différentes cas de figure. Mais si vous voulez, je crois que ce qui domine, au fond, c'est les relations amicales et les gens avec qui on travaille souvent en dehors de la maison. Qu'on connaît bien, dont le jugement paraît sûr et qui peuvent nous alerter. À nous de réagir vite avant que un livre intéressant ne parte ailleurs. Voilà, c'est ça. Mais encore une fois, le miracle du manuscrit qui arrive par la poste d'un inconnu qu'on découvre, statistiquement, ça représente peu de choses. Et plus, encore une fois, le réseau, ce qu'il faut, ce qui est important, ce qui a été dans les éditions de Bernard de Fallois, avant de créer sa maison, avait la responsabilité des éditions Julliard, et c'était en bonne partie un tissu de relations amicales. Merci. Rita ? Oui, bonsoir. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Alors, la question est toute simple.
pense à vos titres coup de cœur. Alors, est-ce que vous pourrez nous citer peut-être les 3 titres qui vous ont particulièrement marqué, les 3 titres de la maison que vous pourriez peut-être mettre en avant aujourd'hui? Alors, les 3 titres, écoutez, trois Alors, titres pour qui… resserrer un peu la question, peut-être, Dominique, peut-être 3 titres depuis que vous êtes à la tête des éditions de Fallois. Est-ce que Écoutez, c'est… les titres, les ouvrages, la publication desquels je me suis attaché, bon, il y a d'abord eu le premier dont j'ai eu à m'occuper, je l'avais proposé à Bernard de Fallois, mais c'est publication d'essai. C'est un livre d'un universitaire italien intitulé Vive le latin, qui n'est pas simplement un plaidoyer en faveur des études latines, mais qui est aussi une réflexion sur la place de la culture littéraire dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est un livre très vivant, très érudit, très savant, mais en même temps très accessible. Et bon, il y a eu parallèlement, au peu près au même moment, il y avait un livre de Andrea Marcolongo sur le grec, et ce livre sur le latin, je pense, était moderne, très, très stimulant et avec un contenu assez riche. Il y a eu, alors je reviens sur cet exemple de Ben McIntyre, que c'est un livre qui est au fond, qu'est-ce qui m'a tout de suite plu chez cet auteur, c'est que bon, c'est un historien rigoureux, c'est un historien qui découvre une réalité qu'on connaît mal, et cet historien est doublé, il a un talent de romancier, il n'est pas romancier dans le sens, c'est pas de la fiction, et on découvre dans ses livres, enfin ceux que nous avons publiés, c'était donc le premier, L'espion et le traître, qui était l'histoire d'un agent soviétique qui passait à l'Ouest. Ça, c'est un peu le contraire, c'est une héritière d'une grande famille bourgeoise berlinoise qui va devenir une communiste convaincue et qui va travailler. Et il découvre en même temps, il fait comprendre, il donne une certaine profondeur au récit d'histoire contemporaine. On voit vraiment, on apprend vraiment ce qui s'est passé sous la surface. Et il y a à la fois un portrait extrêmement vivant, précis, hein, et une aventure et une profondeur de champ historique qui est, je pense, qui peut alimenter la réflexion sur, au fond, ce qui s'est vraiment passé au XXe siècle. Là, c'est l'histoire toute une partie de la classe bourgeoise qui a rallié le camp communiste, qui l'a servi avec conviction, etc. Donc, c'est à peu près, jusqu'à, et même après la chute du mur de Berlin, après la fin de l'Empire soviétique, elle reste très attachée à ses idéaux. Donc, c'est je pense, un exemple qui éclaire beaucoup d'aspects de l'histoire du XXe siècle. Bon, Joël Dicker, je n'y reviendrai pas. La particularité de ses livres, c'est que bon, il a une place particulière dans l'histoire de la maison, puisque le récit est entremêlé de réminiscences, de souvenirs, de pages de souvenirs de ses relations avec Bernard de Fallois, la façon dont il a réorienté son existence, etc. Alors, il y a à la fois l'intrigue romanesque et puis, au fond, un hommage au fondateur de la maison. Donc, c'est un livre dans lequel on a une direction particulière. On parlait tout à l'heure de Gérald Sibleras. Alors, bon, il s'agit, je crois, enfin, vous l'avez lu m'avez-vous dit, avec intérêt et un peu plus peut-être.
Et alors, il y a cette histoire de sa mère, de la jeune fille qui vit les instants, les heures dramatiques, les années dramatiques de la guerre à Berlin. Et puis, il y a presque, dans la deuxième partie du livre, il y a quelque chose qui est presque plus émouvant encore, et surtout quand les gens on commence à vieillir, c'est la façon pleine de tact avec laquelle il décrit cette double déception de sa mère qui aspire à retrouver le monde berlinois de son enfance, s'aperçoit que il n'existe plus, que c'est fini, et puis qui est étrangère étrangère en France, étrangère en Allemagne, et qui découvre au fond la mélancolie, la nostalgie du temps perdu. Et il le fait avec beaucoup de sobriété. Alors, on a l'impression qu'il passe en vitesse sur les années françaises, et en réalité, c'est ça, je crois. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, qui donne son originalité au livre, parce que, bon, les récits de guerre de Berlin sous les bombes, on a déjà lu ça autre part, mais la perspective qu'il a adoptée personnellement m'avait beaucoup intéressé. Quel autre là je m'en bon, le roman de Jean-François Roseau, la jeune fille aux chevreaux, c'est encore l'histoire de la guerre. C'est intéressant de voir l'attrait pour les jeunes écrivains, puisqu'il y a à peine une trentaine d'années pour cette période. Mais en même temps, c'est un livre où la politique joue peu de rôle. Alors évidemment, il y a des scènes extrêmement violentes, extrêmement dures, notamment dans l'immédiate après-guerre, l'épuration, mais ce n'est pas tellement le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est une grande passion dramatique, et puis la place qu'elle occupe, va occuper pendant toute sa vie dans l'existence du héros. Alors, je ne sais pas si ces considérations répondent à votre question, mais je vous explique pourquoi on choisit un livre. On choisit un livre parce que, Cibleras, on aurait pu dire, bon, au fond, encore une fois, Berlin, entre 39 et 44 ans, on connaît. Mais il y avait une note d'originalité, il y avait une force, une personnalité qui faisait qu'on allait au-delà de l'histoire. De même, Roseau, les romans sur la guerre, ça ne manque pas, mais l'angle qu'il a trouvé était vivant. J'aimerais qu'on parle du dernier ouvrage que vous avez sorti. Je crois que c'est celui de Gertrude Tennant, sur mes souvenirs sur Hugo et Flaubert. Ce sera intéressant d'en parler. Alors là, on rejoint un petit peu la question précédente. C'est encore quelque chose qui est lié à toute une chaîne amicale. J'ignorais tout de ce texte. J'avais vaguement vu passer une vie de Gertrude Tennant il y a quelques années, mais je ne mesurais pas de quoi il s'agissait. Et là, c'est un ami avec lequel j'ai travaillé au livre de poche longtemps, qui connaissait l'éditrice qui a découvert et travaillé sur ce texte, et qui lui a dit de venir me voir. Elle m'a remis son travail et j'ai tout de suite... alors, Gertrude Tennant, c'est donc une grande dame de la société victorienne qui est née en 1819 et morte en 1918. Donc, si la grippe espagnole n'avait pas fait des ravages à ce moment-là, elle aurait été largement centenaire. Enfin, elle a couvert toute cette époque
Et elle a rencontré, lorsqu'elle avait une vingtaine d'années, son père. Son père avait quitté l'Angleterre, vivait à Paris, et la famille séjournait, villégiaturait sur la côte normande, dans une petite station qui n'était pas du tout une station à l'époque, c'était un petit village de pêcheurs, ils s'appelait Trouville. Et il se trouvait que la famille Flaubert avait également, qui était rouennaise, avait également loué une villa sur cette côte. Et donc le hasard a voulu qu'elle fasse la connaissance de la sœur de Gustave Flaubert et qu'elle rencontre Gustave Flaubert, qui était d'ailleurs un parfait inconnu, âgé d'une vingtaine d'années, excentrique, qui a eu physiquement très imposant, un grand viking blond, et qui a fait une très forte impression sur Gertrude Tennant. Alors elle raconte ces premiers contacts, et puis ils sont restés très proches pendant toute jusqu'en 1880, jusqu'à la mort de Flaubert. Elle l'a revu, il a été en Angleterre, ils se sont croisés, ils se retrouvaient à Paris, etc. Donc ça, c'est une amitié, une amitié de toute une vie entre cette jeune fille, cette jeune Anglaise, qui juge les Français avec une pointe de sévérité. La famille Flaubert. Et puis, l'autre grande rencontre, ça a été Victor Hugo. Quand elle a d'abord été introduite chez Victor Hugo de Place des Vosges lorsqu'elle était adolescente par une de ses amies. Déjà en pleine gloire, c'était après la bataille d'Hernani, c'était le début de la grande époque du romantisme. Ensuite, elle l'a retrouvée, elle a séjourné, elle l'a vu l'approcher de beaucoup plus près à Guernesey, lorsque Victor Hugo était en exil, et c'est la partie la plus importante de ses souvenirs. Et elle apporte à la fois un regard bienveillant, admiratif et critique, avec parfois une pointe d'acidité. Et elle a l'art du portrait. L'art du portrait, sans chercher, non, c'est pas Saint-Simon, mais elle rend les scènes vivantes, elle décrit la petite société pleine d'admiration. Bon, les traits parfois un peu excentriques d'Hugo. Enfin bref, on vit dans la familiarité avec elle, dans la familiarité de ces deux géants de la littérature française. Alors c'est une édition à laquelle il a fallu donner un caractère un petit peu érudit parce que il y a beaucoup de faits, de dates, de références, d'allusions qui ne sont pas nécessairement connues d'eux. Parfois il faut corriger parce que c'est un texte qu'elle avait écrit sans souci de publication à l'intention de ses petits-enfants, et qu'on a découvert tout récemment, qui dormait dans une malle au fond d'un grenier, dans une maison de province. Donc ça a été une découverte qui a surgi un peu par hasard, et deux universitaires français qui s'intéressent à cette période en ont eu connaissance et sont entrés en rapport avec la famille, et donc se sont attelés à la tâche à la traduction du texte, à son annotation, à sa présence, et à montrer ce qu'il pouvait apporter à la connaissance de l'histoire littéraire française. Donc là c'est une aubaine. Vous parliez des façons dont les manuscrits arrivaient. C'était vraiment quelque chose de très inattendu il y a quelques mois. Et j'ai été immédiatement séduit par la vivacité du ton et la richesse de la matière. Je n'avais jamais vu Victor Hugo à la fois solennel, tyrannique, en même temps très attentif aux enfants, plein de délicatesse,
avec un fond d'admiration pour la langue française classique. Il ne voulait pas trop se mêler, il ne voulait pas mélanger. Il avait à côté presque institution académique, il ne fallait pas mélanger le français et l'anglais, il tenait l'anglais à distance. Enfin bref, beaucoup de petits détails, mais qu'on n'a pas trop de mal à insérer dans ce qu'on sait déjà et qui ne répètent pas du tout. Je ne crois pas qu'il y ait une biographie de Victor Hugo où on trouve tout ce qu'on trouve dans les mémoires de Gertrude Tennant. Merci Dominique. Est-ce qu'on peut peut-être parler des ouvrages qui vont paraître prochainement? Je pense qu'en décembre, il n'y a rien. Il me semble. Écoutez, pour le moment, on est dans une période un petit peu difficile qui tient, tout simplement, il faut le dire, à l'incertitude où on est. C'est une période très difficile dans le sens que les livres dont je vous ai parlé sont arrivés à un moment où les libraires Alors, les libraires réouvrent, mais c'est une période très dure de fermeture et pour le moment, on évite d'annoncer, de lancer de nouveaux programmes tant que l'horizon n'est pas un peu dégagé, tant qu'on n'a pas des perspectives. Parce que moi, c'est c'est mon analyse personnelle. Mettez-vous à la place de l'éditeur avec qui on dit, bon ben voilà, vous aviez prévu de mettre 3, 4, 5 000 exemplaires en place dans les librairies de tel ou tel bouquin, la moitié des librairies sont fermées. Surtout. Donc, c'est très difficile. Alors, du coup, les projets, pour le moment, sont un peu gelés. Tant qu'on n'aura pas une visibilité de quelques mois, c'est très difficile de se lancer dans de faire travailler des auteurs sans pouvoir leur dire voilà, ça va sortir à telle date, on va faire imaginez la responsabilité qu'on prend. Voilà. Donc pour le moment, c'est une période d'hibernation et de sommeil. Je suis désolé de vous faire une réponse aussi décevante, mais là, il y a vraiment un cas de force majeure. J'aimerais bien pouvoir vous dire, bon voilà, il y a telle ou telle chose, mais c'est un peu imprudent de ma part aujourd'hui. Si, éventualité que personne ne peut exclure, à la fin de l'hiver, on s'aperçoit qu'il faut replonger dans une période de blocage, là, ce sera catastrophique. Donc, ça veut dire que pour l'instant, pas de rentrée littéraire. Pour le moment, il n'y a rien de nouveau. Enfin, pour le moment, on s'en tient au programme et on va passer une période, probablement de plusieurs mois, sans lancer de nouveautés. Sans lancer de nouveautés, parce que l'expérience dont on n'est pas d'ailleurs tout à fait sorti, est quand même assez rude. Je dis, imaginez, vous travaillez pendant des mois et des mois sur un livre, vous fixez des objectifs, les équipes commerciales travaillent, et puis au mois de novembre, les librairies sont fermées. Ils fabriquent les bouquins, ils ne sont pas livrés, ils dorment, et puis on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Et puis, quand le mouvement va reprendre, il y aura tellement de livres de tous les côtés qu'on sera noyé dans le... C'est ce qu'on a vécu toute cette année. C'est ce qu'on a vécu au printemps et c'est ce qu'on connaît encore un peu aujourd'hui. Je connais beaucoup et dans les grandes maisons qui ont des programmes 5 fois, 6 fois, 10 fois supérieurs aux nôtres en volume, c'est vraiment un problème redoutable. On va peut-être vous poser une dernière question, Dominique, par rapport au graphisme des couvertures, par rapport à la fabrication du livre. Est-ce que vous travaillez avec certaines personnes différentes à chaque fois ou au contraire, vous avez un graphiste qui s'occupe de ça de manière récurrente? Oui. Enfin, il y a un maquettiste qui s'appelle Victor Burton, dont la particularité est d'être installé au Brésil et qui est
un maquettiste de grand talent qui fait en même temps de la recherche iconographique qui est très souple. Et aujourd'hui, avec les moyens modernes de communication, on peut travailler comme si nous étions avec lui dans le même bureau. Et il ne rechigne pas la tâche, il refait les projets 10 fois, 20 fois, etc. Donc, c'est surtout lui. Bon, dans le cas dans certains livres, par exemple, Joël Dicker, on a adopté un style de couverture depuis Harry Kéber et on s'y maintient. Donc là, il n'y a pas véritablement de... bon, Victor Burton intervient, mais beaucoup plus légèrement, parce on reste dans le même cadre. Il faut que les gens reconnaissent. En revanche, pour tous les autres, ce sont vraiment des créations de sa part. Ça, c'est des créations. Alors, quand on a des idées de documents à lui proposer, on les propose, mais il a le particulier qu'il est à la fois documentaliste, il connaît très bien tous les réseaux, les fonds photographiques, et graphiste. Et il travaille depuis de nombreuses années pour la maison et il n'y a aucune... alors, il peut arriver encore une fois, qu'on lui soumette des suggestions, mais en définitive, la mise en forme graphique, c'est Victor Burton qui est installé au Brésil. Très bien. Et concernant la traduction, Dominique, je sais que beaucoup de maisons d'édition sont de plus en plus réticentes à faire de la traduction, car cela, évidemment, coûte cher, forcément. Quel est votre avis là-dessus? Ben Macintyre fait partie de cette traduction, j'imagine. Est-ce que cela va continuer? Est-ce que c'est un choix de votre part peut-être de perpétuer cette littérature étrangère ou au contraire Ah oui, bien préfériez... sûr. Oui. Dans la mesure du possible, oui, on a plusieurs... Ben Macintyre, Jean Sonia, c'est des traductions. On a publié il y a l'année dernière un roman allemand, intitulé Marx dans le jardin de Darwin, la traduction a été confiée à Bernard Lottolari, qui est un des grands traducteurs d'allemand. Et non, quand le texte nous paraît avoir la peine, on fait l'effort. Effectivement, ça complique un peu l'équation économique, mais enfin, bon, par moment, on fait abstraction de ces considérations. Non, simplement la recherche, disons que on n'a pas encore, on ne dispose pas vraiment d'un réseau. Bon, pour les traductions, au fond, il faut des scouts un peu dans tous les pays, quoi. Là encore, c'est un peu le hasard qui fait qu'on nous signale tel livre. Quand c'est une langue dans laquelle on peut lire, qu'on peut lire facilement, on répond très vite. Mais non, au contraire, vous savez, la maison il y a eu beaucoup d'auteurs étrangers qui ont été publiés, Rostreman, etc. Enfin, été publiés par les éditions de Fallois. Il y a eu la grande époque où l'association entre Bernard de Fallois et Vladimir Dmitrievitch, où il y avait énormément de littérature étrangère. Mais bon, pour le moment, je dois avouer que je n'ai pas retrouvé l'équivalent. Alors Dominique, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe avant de nous quitter. Oui. Donc voilà, je vais la faire de suite. Préparez-vous. 3, 2, 1. Parfait, c'est bon. Écoutez Dominique, c'était un plaisir de vous avoir rencontré. Merci pour ce temps qui nous est consacré. Et écoutez, on va continuer à parler de vous et de vos ouvrages, et notamment de Gérald Cibleras, que j'ai beaucoup apprécié. Donc merci Dominique, et merci à Gisèle qui a permis cela également. Et je dirais mes amitiés à ceux qui vous entourent. Ce sera fait.
Au revoir Dominique, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci aussi. Merci beaucoup à vous, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Beaucoup, hein. Au revoir.